Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. 8h34, notre invité ce matin, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et président de l'UDR, l'Union des droites pour la République. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Éric Ciotti. Vous partez pour l'Assemblée nationale juste après notre interview. Vous avez été nommé, vous allez être nommé Ce matin, tout à l'heure, rapporteur de la commission d'enquête sur le dérapage des comptes publics, co-rapporteur avec le député Mathieu Lefèvre, 2023-2024. Quel est l'objectif de cette commission d'enquête ? Nous sommes face à un effondrement de nos finances publiques. Alors, objectivement, la situation n'est pas nouvelle, mais l'ampleur de la chute... Ça fait 40 ans que les finances publiques... L'écart entre la prévision et la réalisation du budget 2024, nous allons clôturer cet exercice, c'est un écart de 50 milliards d'euros dans les prévisions. Donc, c'est-à-dire, en gros, la moitié de l'impôt sur le revenu, de tous les impôts que payent les Français sur le fruit de leur travail. Donc, c'est considérable. Pourquoi il y a cet écart ? Est-ce qu'il a été volontairement dissimulé par ceux qui, derrière Emmanuel Macron, ont dirigé le pays ? Est-ce qu'il y a eu des éléments dissimulés ? On veut comprendre, on veut savoir, et moi je veux que la vérité émerge parce que, des elle sanctions affaiblit. soient prises, alors, éventuellement. C'est pas forcément le rôle d'une commission d'enquête. Non. Mais je pense qu'il y a aussi un jugement politique qui interviendra, et c'est les Français qui ont dans leur main ou dans leur vote finalement cette sanction à l'égard de ceux qui ont tellement affaibli notre pays depuis 2017. Bien, début des travaux, début décembre. Oui. Qui allez-vous entendre ? Nous allons entendre tous les acteurs de ce fiasco. C'est-à-dire tous les ministres, les premiers ministres, Bruno Le Maire, les premiers ministres, les fonctionnaires. Mais bon, les fonctionnaires, ils ont une hiérarchie politique. Et puis, on va avoir aussi cherché les éléments, les notes qui sont remontées à l'Élysée, à Matignon, à l'Élysée. On voit bien un peu la petite musique que laisse entendre Bruno Le Maire en disant que Macron, ça a été décidé au-dessus de lui. Non, on ne peut pas entendre le président de la République. Il y a un principe de séparation des pouvoirs qui sera respecté, mais on a des moyens de savoir si les erreurs qui ont été commises et qui conduisent à cette situation dramatique pour le pays, qui a un coût considérable, parce que les déficits nourrissent la dette. Et la dette, il faut la rembourser. Et le remboursement de la dette, aujourd'hui, ça va être bientôt l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Donc, tout ce qu'on consacre pour nos enfants, eh bien, on le jette aussi par la fenêtre pour rembourser une dette que par lâcheté, que par erreur, que par faute, certains ont construit depuis des années. Alors, je le redis, bien avant ce gouvernement aussi. Mais ce gouvernement, enfin, les gouvernements Macron... gouvernements que vous avez soutenus. Les gouvernements d'Emmanuel Macron, c'est 1000 milliards d'euros de dette depuis 2017. Il y a des gouvernements que j'ai soutenus qui ont participé à cet accroissement, j'en conviens. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris des responsabilités à un moment de rupture pour dire... je crois que désormais, il faut regarder la politique différemment. Il faut avoir la lucidité aussi sur les erreurs que la droite a commises. Et si la droite n'est plus au pouvoir, c'est parce qu'elle a fait des erreurs. Et il faut les dénoncer. Moi, j'ai cette liberté qui permet de dire que, notamment sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Oui, le déficit a été même s'il y avait la crise, creusé. Même s'il y a eu cette crise qui explique aussi certaines choses. Bien, le budget. Parlons quelques minutes du budget. Le volet recettes sera de nouveau discuté à partir du 5 novembre. Le temps imparti ne permettra sans doute pas d'examiner le volet dépenses, les deux volets. Alors que va-t-il se passer ? Eh bien, c'est le texte initial qui ira au Sénat, ensuite commission mixte paritaire, puis... probablement 49-3. Probablement. Je partage assez votre analyse. Je pense qu'on voit bien ce qui se passe. Le gouvernement joue un peu la montre et il s'appuie sur les outrances caricaturales des insoumis à l'Assemblée nationale qui gauchissent encore plus 40 milliards de taxes supplémentaires à travers les amendements. Même plus. Hier soir, vous savez, a été voté en séance de nuit un amendement de 6 milliards d'euros qui prélève 6 milliards d'euros à l'enseignement privé français. C'est-à-dire que hier soir, par un amendement
du nouveau Front populaire. Si cet amendement était maintenu, il ne le sera pas au terme du processus, mais cet amendement met fin à la liberté d'enseignement dans notre pays, puisqu'on coupe les moyens de financement de l'enseignement privé. Voilà, on a ces absurdités, mais pourquoi on en est là? Parce que le gouvernement actuel a ouvert finalement la boîte de Pandore de l'augmentation fiscale. Le budget qui a été présenté par Michel Barnier, je lui ai dit dans l'hémicycle, c'est un gouvernement, c'est un budget socialiste. C'est un budget socialiste. Quand on augmente les impôts de 30 milliards d'euros au minimum, et quand on augmente parallèlement les dépenses publiques de 2,1%, c'est-à-dire que les dépenses publiques, elles vont continuer à augmenter. La plupart des budgets des ministères augmentent. On nous parle d'austérité, on nous parle d'efforts, mais aucun les ministère... budgets des ministères qui augmentent, c'est les budgets des ministères régaliens. Et c'est indispensable, quasiment. Trouvez-moi la liste de ceux qui baissent, il y en a très peu. Oui, il y en a très peu. Le budget du ministère, la culture... Le budget du ministère du Travail baisse, parce que les aides... Mais qui paye ces baisses? Ce sont les entreprises. Oui, mais dites-moi, les hausses sont nécessaires. Les hausses sont nécessaires dans les ministères régaliens. Mais vous n'allez pas dire le contraire. Mais on peut faire des économies. Cette logique qu'on ne regarde que les hausses, bien sûr qu'il faut des moyens supplémentaires pour la sécurité des Français. Je suis le premier à le défendre depuis 2007. Depuis 2007, c'est pas aujourd'hui, mais on a une mauvaise affectation des ressources. On ne diminue pas les moyens de l'administration. Je voudrais revenir sur le budget, sur ce qui va se passer. Donc 49.3 probable. Probable. Ensuite, motion de censure certaine. La gauche a dit qu'elle déposerait une motion de censure, et pas que la gauche. Est-ce que vous voterez la motion de censure? Il est trop tôt pour le dire aujourd'hui. Le budget, s'il passe au 49.3... Déposé par la gauche, est-ce que vous la voteriez? Nous ne voterons, en tout cas moi personnellement, je ne voterai pas une motion portée par les Insoumis. Je le dis par le NFP. À ce stade. Par le NFP. Nous verrons Attendez, soyons précis. Nous verrons par le NFP. Nous verrons ce que retient. Nous verrons ce que retient dans le budget le gouvernement. Moi, je me bats pour que cette folie fiscale, ce budget de gauche qui tape les entrepreneurs, qui tape ceux qui travaillent, sans faire des économies sur le modèle social, sur ceux qui bénéficient des allocations, sans faire d'efforts sur l'immigration illégale qui continue avec l'AME, ça dérive, eh bien, nous apprécierons dans notre intergroupe, Rassemblement National UDR, ce que nous ferons en fonction de l'écoute qui sera portée. Mais la possibilité de la censure est sur la table, bien sûr. Bien. Éric Ciotti, est-ce une folie de vouloir abroger la retraite, la réforme des retraites ? Chacun a ses arguments. Moi, j'ai toujours dit que j'étais opposé à cette abrogation. Et d'ailleurs, demain, mon groupe sera opposé à cette abrogation. Je ne suis pas... Hier soir, vous êtes opposé à l'abrogation demandée par le NFP. Oui, enfin, c'était pas vraiment une amendement dans le cadre de discussion du budget de la sécurité sociale. C'était une augmentation massive des cotisations. Oui, voilà, c'est la maladie du toujours plus d'impôts, de charges, de cotisations qu'on fait porter sur les patrons comme si c'était sur les entreprises en tout cas, alors que ce sont les seuls qui créent les vrais emplois. Bon, moi je considère que la réforme Macron sur les retraites est une réforme inachevée, mal préparée, inaboutie, mal concertée, qui parle pas des carrières longues, qui ne va pas sur l'ouverture que je souhaite personnellement d'une plus grande capitalisation, parce qu'on a beaucoup d'épargne en France. Si on avait placé cette épargne dans des fonds, comme c'est le cas dans la plupart des pays au monde, rien que le placement de ces fonds permettrait de régler une grande partie des déficits. Voilà, si on orientait par exemple les fonds de l'assurance vie vers des fonds de placement pour les retraites,
on aurait réglé une partie du problème. Tout ça était absent. Donc c'était pas une réforme parfaite. Mais je constate aussi qu'il y a une évolution démographique qui fait que le vieillissement de la population, le rapport entre les actifs et les retraités, qui était de 4 pour 1 dans les années 60 au profit des actifs, aujourd'hui est en train de s'inverser complètement. Donc si on veut maintenir l'esprit de la retraite par répartition, c'est-à-dire ceux qui travaillent aujourd'hui paient la retraite de ceux qui ont travaillé hier, ce système, il arrive finalement à ses limites. Mais oui, on en maintient l'esprit. Si on veut maintenir l'esprit, moi je considère qu'il faut travailler un peu plus. Donc je suis opposé à ce qu'on revienne sur l'esprit. Donc vous ne voterez pas demain la proposition de loi du Rassemblement national? Je ne la voterai pas. Vous ne la voterez pas, votre allié. Le Rassemblement national, oui, mais on a des différences. 65 ans en 2007, 60 ans en 2017, 62 ans en 2022 et 64 ans aujourd'hui. On ne comprend plus très bien, mais ça c'est une parenthèse. Non, mais ils ont leur logique. Et oui, il y a aussi un argument qui est de dire, oui, il y a des engagements avant les élections. Vous savez, c'est assez sain en politique qu'on respecte ces engagements. Parce que les Français ont tellement été habitués à être trahis que respecter la parole donnée, alors après, moi, nous sommes dans une alliance. Le propre d'une alliance, c'est qu'il y ait des différences. Et puis, je parle avec Marine Le Pen, je parle avec Jordan Bardella, pour que... Sont-ils sur le même... Oui, je crois. Oui, je crois, mais oui. Je pense que... Il faudra que pour les prochaines élections, s'il y a des élections législatives anticipées, en tout cas, on ait une plateforme programmatique sur l'économie qui prennent en compte la réalité de la situation et de l'effondrement français. Voilà, c'est très bien décrit dans le livre de Nicolas Bavrez, qui appelle à un sursaut, et je crois qu'il a raison, mais quand on voit le tableau aujourd'hui de l'effondrement français depuis 40 ans, la désindustrialisation, la dette, le déficit commercial, l'effondrement de nos services publics, l'éducation, l'hôpital public, ça veut dire qu'à un moment... les Français ne comprennent plus ils sont appelés à payer, moins les services sont efficaces. Sur les retraites, quelle est votre position? Sur le report en juillet, de janvier à juillet, de la revalorisation prévue pour les retraites de la sécurité sociale, je le rappelle, c'est la Sécu. Faut-il fixer un plancher, par exemple 2000 €, c'est ce que propose le rapporteur, 2000 € par exemple, au-dessus, pas de revalorisation, non. Et en dessous... Non, j'y suis opposé. Je suis opposé à la désindexation. Vous savez, quand j'étais président, président des Républicains, nous avions fixé 3 lignes rouges pour nous opposer au gouvernement d'Emmanuel Macron et éventuellement pour le censurer. C'était pas d'augmentation d'impôts, c'était pas de désindexation des retraites et c'était pas de pas toucher au modèle de santé, de pas faire en sorte qu'on fasse des économies sur la santé des Français, comme on le fait depuis des années, alors qu'on ne touche pas à ce qui coûte, notamment dans l'administration de l'hôpital. Eh bien, là, on y est aujourd'hui. Donc, je suis, conformément à ce que j'ai toujours dit et défendu, je suis opposé à la désindexation des retraites. Pourquoi? Parce que les retraités, ils ont travaillé toute leur vie. Ce ne sont pas des nantis. Il y a un contrat social avec la société. Ils ont payé quel que soit le montant de la retraite. Oui, ils ont payé des cotisations toute leur vie. Et aujourd'hui, c'est ceux qui travaillent qui paient des cotisations. Il faut qu'on respecte la parole. L'indexation, c'est dire que la retraite, elle ne diminue pas. Parce que les prix augmentent et il y a beaucoup de petites retraites. Il y a beaucoup de petites retraites. Et naturellement, à celle-là, il ne faut pas y toucher. Mais je le dis, je suis pour la liberté économique, je suis pour le respect de la parole donnée. Part de capitalisation. Et pour, naturellement, mais ça, c'est un nouveau système. Je pense qu'il faut aller vers une plus grande part de capitalisation. D'ailleurs, Édouard Philippe, je le rappelle, dans son projet de réforme par points. Il ne l'avait pas fait. Il n'avait pas fait. Il ne l'a pas fait. Alors, une deuxième journée de solidarité pour financer les EHPAD. Y êtes-vous favorable? Là, on est dans la foire, finalement, au prélèvement. Voilà. Moi, je pense que je l'exclus pas. Je l'exclus pas par principe. Ça me choque moins que la désindexation. Il y a des efforts qui doivent être faits, mais pour autant, on doit travailler plus. Je dis, il faut travailler plus, je pense, sur la semaine et sur la durée de la vie. Ça, c'est un principe. On est un des pays qui travaillons le moins. Mais pour autant,
commençons le chantier de la baisse des dépenses publiques. Il y a des gisements d'économies. Alors là, pour commencer le chantier, vous êtes muni d'une tronçonneuse. Non, je dis ça, c'est imagé, mais vous êtes muni d'une tronçonneuse, vous dites, pour couper les dépenses publiques. Alors, je vous cite, hein, vous m'arrêtez. C'est l'image de Xavier Milei. Oui, non, mais attendez, je vous cite, vous allez me dire si je dis des bêtises. Supprimer l'ARCOM, supprimer le CESU, supprimer... Le CESE. Le CESE, pardon, le CESU. Non, on ne supprime pas le CESU. C'est utile. C'est utile, tiens. Oui. À propos du CESU, il ne faut pas y toucher. Absolument. Bon. Le CESE. L'OFB. Oui. L'Office français de la biodiversité. Oui. Les ARS. Qui empoisonnent la vie des agriculteurs tous les jours. Absolument. Hein, supprimer région, métropole et fusion avec les départements. Oui. Absolument. Suppression de la loi SRU. Oui. Oui. Privatisation de l'audiovisuel public. Partiellement. En tout cas, c'est-à-dire partiellement 4 milliards d'euros d'argent public pour l'audiovisuel public. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui excessif, donc il faudra voir de France 2, de France 3, laquelle reste dans le service public. Donc on supprime une. On supprime France 2 ou France 3 ? Sans doute, après c'est à définir, mais moi je suis choqué par ces 4 milliards d'euros sur l'audiovisuel public. Oui, on supprime l'une des deux chaînes. C'est une source d'économie. Une chaîne de trop. Est-ce qu'il y a des chaînes de trop, des chaînes publiques de trop ? Il y a des chaînes publiques de trop, donc il faut rationaliser. Il peut y avoir une implantation régionale, mais après, sincèrement, pour faire la concurrence au secteur privé, je crois que le secteur privé gère mieux. Bien, quand c'est les mêmes produits. Abrogation de l'AME, suppression du régime des intermittents du spectacle, et même, je vois, ça m'a un peu choqué, je vous le dis, suppression de l'INAO. Vous savez, c'est l'Institut national des appellations d'origine. Oui. Et ça protège nos produits. On a 473 aujourd'hui agences de l'État. Et on a des ministères, on a des administrations. Ces missions, elles peuvent être tenues par les services de l'État. L'INAO, la mission de l'INAO n'est pas en cause. Mais est-ce que les services... C'est indispensable, Est-ce que les services du ministère de l'Agriculture ne pourraient pas le faire ? Vous savez, je crois qu'en 40 ans, le nombre d'agriculteurs a dévissé... C'est d'ailleurs un péril pour notre pays, alors que le nombre de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture a été doublé. C'est là où il y a un paradoxe. Ça veut dire que derrière toutes ces structures, il y a quoi ? Il y a des normes, il y a des contraintes, il y a des entraves à la liberté. Alors il faudra évaluer toutes les structures, mais sincèrement, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de complexité. Voilà, j'ai signé, vous savez, le bail du siège de l'UDR, place du Palais Bourbon. Oui, en face d'ailleurs de ma formation, c'est extraordinaire. Vous êtes en face, vous allez vous regarder en chien de faïence. Il y avait 200 pages à signer. Oui. 200 pages à signer. Oui, ça c'est sûr. Avec... et on a une crise du logement, vous le disiez tout à l'heure. Crise du logement, qui vous trouvez. On a trouvé, on nous fait confiance. Oui, vous avez les moyens. Ce sont les moyens LR que vous avez récupérés. Est-ce que c'est l'argent d'LR que vous avez récupéré ? Absolument pas. Il y a une indépendance totale, mais il y a beaucoup de militants LR. Aujourd'hui, nous avons dépassé les 12 000 militants. Et il y en a une très grande partie qui viennent de LR depuis quelques jours, parce que les militants LR, je les comprends, ils ne s'y retrouvent plus. Qu'est-ce qui se passe ? Ils soutiennent une politique qui est contraire à ce qu'on a toujours défendu. La hausse des impôts, l'augmentation des dépenses publiques. Vous êtes allié à un parti qui veut augmenter les impôts sur les dividendes, sur les rachats d'actions, mais globalement, vous êtes allié au RN, qui globalement veut baisser les impôts. Oui, mais enfin, qui veut aussi augmenter les impôts parfois. Vous prenez des mesures particulières pas particulières, mais des mesures sur lesquelles je suis opposé. Mais le contre-budget qu'a présenté le Rassemblement national à l'Assemblée nationale a sa cohérence. Il y a des hausses, mais les diminutions sont plus importantes. En tout cas, la cohérence de ce contre-budget me convient beaucoup mieux que celle du gouvernement Barnier, où là, il n'y a que des hausses. Bien, Éric Ciotti, j'ai 2 questions encore. La première question, les 3 jours de carence dans la fonction publique, vous défendez cette idée ? Oui, absolument.
Hein, vous êtes pour. Absolument. Je pense qu'il faut qu'il y ait une harmonisation privé-public qui me paraît légitime. Il y a cette dérive des arrêts maladie qui aujourd'hui se multiplie et il faut qu'il y ait un appel à la responsabilité. Donc j'y suis favorable, je l'ai toujours été. Bien, le voyage d'Emmanuel Macron au Maroc est-il un succès ? Il est gâché par une absurdité, une incohérence, c'est la visite de Yacine Bellatar. Vous le disiez il y a quelques instants avant que je ne rentre sur ce plateau, on ne parle plus que de ça. C'est dommage parce que le lien historique entre la France et le Maroc est très important. Les positions d'Emmanuel Macron... L'amitié est retrouvée. La position d'Emmanuel Macron pendant des années a altéré cette amitié. Elle est retrouvée, je m'en réjouis, je m'en félicite. On a besoin d'avoir ce partenariat avec le Maroc, qui est un royaume qui est extrêmement performant, qui est dynamique, qui a une grande évolution. N'est-ce pas plus important que la présence de Bellatar ? Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je trouve que ce président, quelque part, gâche tout. Voilà, il transforme l'or en plomb quelque part. Il y a une belle initiative, il y a ce moment qui devrait être partagé. Et puis, il y a l'absurdité de cette visite où on cache ce personnage détestable. Il a encore démontré chez vos confrères de BFM hier soir par sa violence qui vient. C'est une humiliation pour la France, c'est une provocation pour le royaume du Maroc. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron n'a plus de limite. Il est en roue libre et ça se voit et les Français le mesurent. Et son impopularité est en train d'exploser d'ailleurs. Alors, deux choses. 2027, la présidentielle ou pas ? Soyons directs. Vous y pensez ou pas ? Absolument pas, non, je suis pas... Il n'est pas question d'être candidat en 2027. Je ne suis pas dans... Vous ne serez pas candidat en 2027 ? Je ne suis absolument pas dans cette logique. Je souhaite que la droite vienne au pouvoir, dirige ce pays, connaît enfin le courage sur des valeurs de droite que j'ai toujours défendues, que ça soit LR ou aujourd'hui dans l'UDR. Et l'UDR, ce nom, il n'est pas par hasard. Il y a le double ADN. L'union des droites, parce que je crois qu'il faut casser ces tabous qu'ont imposé la gauche, les gauches et les gauches extrêmes aujourd'hui. Oui. Et puis l'UDR, c'est le parti du général. La droite se déchire aussi, vous le savez bien. L'UDR, c'est le parti du général de Gaulle. Bon. Et c'était la grandeur de la France. Bon, alors Éric Ciotti. Et moi, je suis profondément gaulliste. Donc vous ne serez pas candidat en 2027, que les choses soient claires. Vous serez candidat à la mairie de Nice en 2026, évidemment. Je le dirai aux Niçois. Non, je le dirai aux Niçois. C'est bien tenté. Non, c'est pas bien tenté. Vous connaissez le lien avec ma ville. Oui. Je veux y apporter une nouvelle espérance. C'est une ville là aussi, qui quelque part, dont le dirigeant est à la dérive, qui va n'importe quoi, qui vient d'augmenter les impôts de 20%. L'insécurité se développe malheureusement dans notre ville. On a une politique de gabegie financière en permanence, 3 milliards d'euros de dette entre la ville et la métropole. C'est le même parallèle qu'avec Emmanuel Macron. Voilà. Et c'est les mêmes dérives que je conteste, que je combats. C'est la politique bling-bling, c'est l'absence de conviction, c'est les reniements, c'est jouer avec l'argent public des autres, et c'est au final augmenter l'addition pour ceux qui travaillent. Et dernière chose, dans une semaine, il y a un moment important pour le monde entier, l'élection présidentielle américaine. Kamala Harris ou Donald Trump ? Trump. Sans hésiter. Sans hésiter, je le dis. C'est pas forcément ce qui est le plus populaire en France, mais j'ai vu ce qu'a fait l'administration démocrate. Je parle des intérêts français, des intérêts européens. Je pense que Trump sera plus à même de régler ce qui nous menace aujourd'hui, le conflit au Moyen-Orient et le conflit en Ukraine. Les démocrates ont été incapables de le faire. Ils ont laissé quelque part prospérer le chaos, pour leur intérêt d'ailleurs, parce que le chaos ukrainien, il a bénéficié à qui ? Il a bénéficié finalement à l'économie américaine, qui ont vendu des armes et qui ont vendu du gaz. Et les grands perdants de tout ça, ce sont les Européens. Donc je n'attends pas des choses extraordinaires, mais en tout cas, on a vu qu'une voie n'était pas une bonne voie pour la France et pour l'Europe.
Et puis, voilà, moi j'aime bien ceux qui sont contre le système finalement, quoi. Bien, merci Éric Ciotti d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est presque 9h. Vous allez retrouver Benjamin Glaise juste après les informations.